Brigitte, si tu peux allumer ton micro. Attends, je te permets une seconde. Vas-y, tu peux y aller. Oui. Bonsoir. Jusqu'à présent, dans le cadre du thème général de cette année qui est un État juif, nous sommes restés sur un terrain solide. Nous avons parlé de l'histoire, de ce qui existe, des forces qui sont contre, des forces qui sont pour. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons d'un État juif? Bien sûr, on a commencé avec Shmuel Trigano par un état des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe? Il y a la langue, vous savez, il y a différentes choses. Mais nous n'allons pas en rester là. À partir d'aujourd'hui, nous allons poser une question absolument essentielle. Une question impertinente parce que peut-être un peu utopique, mais une question qui, j'espère, nous vous l'avons montré, indispensable, puisque la légitimité de l'État d'Israël, c'est d'être un État juif. Nous avons donc l'obligation de réfléchir à ce que pourrait être, ce que devrait être un État juif. Et nous commençons ce processus-là ce soir avec le Rav Michael Ben Admon, avec ce sujet, imagine un État juif. Michael, à toi. Alors, Toda Rabba, est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. Très bien. Bien, donc, vaste sujet, puisque c'est un sujet, bonsoir à tous tout d'abord, Chodesh Tov, à tous et toutes. Alors, c'est un vaste sujet, puisque comme vous le savez, c'est un sujet qui a été au centre de débats extrêmement vifs depuis le début de l'établissement de l'État d'Israël. Quelles sont les composantes de l'État juif ou de l'État des Juifs? Quelle relation faut-il entretenir entre la dimension de la démocratie en Israël et la religion en Israël? C'est un débat que les Israéliens adorent. Israël est-il un État démocratique ou pas? Enfin, toute personne qui voit ça de l'extérieur a l'impression qu'on rigole quand on pose la question, puisque évidemment que Israël est un État démocratique, même si on peut toujours trouver, comme dans tout État démocratique, des choses qui ne sont pas acceptées ou alors appréciées par tous. Mais disons que le caractère démocratique de l'État d'Israël, je dirais, ne fait pas de doute. Ne fait pas de doute. Et la question donc qu'il faut poser, c'est qu'en est-il du caractère juif de l'État d'Israël? Que veut-il, qu'est-ce qu'on veut en fait dire lorsqu'on dit Israël est un État juif? Alors, on est au-delà de la rhétorique de Herzl, État des Juifs. Israël est-il un État des Juifs? Israël est encore l'État des Juifs, puisque, comme vous le savez, les Juifs y sont majoritaires, puisque la loi du retour, la loi de la nationalité, eh bien, sont en vigueur. Mais quelque part, le débat n'est jamais fermé. Et vous ferez attention que, surtout maintenant, en période d'élection, eh bien, c'est toujours le même débat qui revient. La question qui partage en fait le monde israélien avant les élections est toujours de savoir de quel côté faut-il faire pencher la balance. J'ai vu cet après-midi un petit film de campagne d'élection du parti Chasse. Et alors, quel est donc le message essentiel? Eh bien, c'est que uniquement le parti Chasse assurera l'État juif et le caractère juif de l'État d'Israël. Et c'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout ce qu'on aurait pensé il y a environ 10-15 ans. Ce n'est pas le message, en tout cas, qu'on entendait. À l'époque, c'était les partis chasse va assurer la fierté séfarade, va assurer la religion, le judaïsme, les yeshivot en Israël. Mais aujourd'hui, c'est chasse qui va assurer l'État juif et c'est ni plus ni moins que Begin qui est la star dans ce petit film de chasse et qui montre pourquoi est-ce qu'au fond, le Shabbat a toujours conservé le peuple juif, comme le disait le fameux Echad Ha'am. Alors, comment aborder cette question? J'aimerais aborder cette question tout d'abord, on va dire, par un constat de ce qu'il est déjà, de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le terrain. Et une fois qu'on aura vu qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain aujourd'hui,
en termes de culture, en termes de loi, eh bien, on pourra ensuite essayer de passer à une autre étape et de dire, mais au fond, n'est-il pas venu un temps où il faut maintenant peut-être passer à un deuxième volet de cette histoire de l'État juif, en espérant introduire des éléments juifs. Et évidemment, la question sera, qu'est-ce que veut dire un élément juif dans l'État juif? Alors tout d'abord, la question, lorsqu'on parle d'un État juif, doit nous amener à différencier je dirais, trois mémadim, trois dimensions. La première dimension de l'État juif, c'est la dimension nationale. La deuxième, c'est la dimension, je dirais, culturelle. Et la troisième, c'est la dimension religieuse. Dimension nationale, en quelle mesure est-ce qu'Israël est présenté sur la scène internationale comme étant un État juif? Eh bien, tout d'abord, comme je l'ai dit, au niveau démographique. Et grâce à la loi du retour, tout juif peut en effet accéder à ce pays, mais pas uniquement, comme vous le savez, puisque même quelqu'un qui est non juif, mais de grands-parents juifs, peut également avoir droit à cette nationalité. Je ne vais pas rentrer évidemment dans tous les détails et les amendements de la loi du retour. C'est un sujet en soi qui mériterait une réflexion en soi. Mais disons que, de façon générale, on sait qu'aujourd'hui, il y a donc une possibilité pour tout juif sur le globe de venir en Israël sur la base donc d'avoir d'un grand-parent juif. Mais on a en effet des personnes qui arrivent en Israël et qui ne sont pas juifs, et qui ne sont pas juifs ni halachiquement, ni culturellement, ni même au niveau identitaire, mais qui pourtant ont le droit d'arriver en Israël. Certains voudront évidemment amender encore une fois cette loi du retour en y amenant certaines modifications dont je parlerai plus tard. Alors, deuxième élément national de l'État juif, évidemment, c'est la dimension du territoire. Comme vous le savez, en Israël, il y a le KKL, donc qui a pour mission, pas uniquement de planter des forêts, mais également d'acheter des terrains, d'acheter des terres et d'encourager les habitants israéliens, juifs israéliens, à s'installer un peu partout. D'ailleurs, le nouveau patron du Kakal, Douvdev, eh bien, lui a clairement énoncé que sa mission serait de remplir les territoires de Judée-Samarie, puisque c'était en fait donc la dimension essentielle de Rechishat Karkaot et Idoud Itchashvut. Troisième dimension nationale, Jérusalem comme évidemment capitale de l'État d'Israël. Et enfin, institution au niveau étatique d'un ministère qui s'occupe de l'intégration de tous ces juifs qui arrivent des quatre coins du monde, et également de l'entretien de l'agence juive, qui est donc un organisme principal de l'État d'Israël. Donc vous voyez déjà au niveau national, on a évidemment quelque chose qui nous montre que c'est un État juif. Ce n'est pas un État comme un autre. On n'est pas en France, on n'est pas non plus aux États-Unis. Au niveau culturel, et encore une fois, je vais très rapidement, au niveau culturel, eh bien, on a des dimensions clairement juives dans l'espace public, qui sont évidemment l'hébreu comme langue nationale, l'institution de la date hébraïque, puisque c'est une obligation pour tout papier officiel d'inscrire pas uniquement la date grégorienne, mais également la date hébraïque. Les symboles de l'État sont des symboles juifs, les noms essentiels principaux des institutions de l'État, comme la Knesset, font référence à des institutions éminemment juives, la Knesset qui est donc nommée au nom de Knesset Anshe Agdola, et évidemment tout ce qui est commémoration du jour de la Shoah. Ça, c'est au niveau culturel. C'est bien maigre, mais je ne fais que décrire pour l'instant. Et au niveau religieux, qu'avons-nous? Eh bien, au niveau religieux, nous avons certaines lois que je vais énumérer. Nous avons la loi qui considère que les Baté Din Rabbanim, les tribunaux rabbiniques, ont tout pouvoir sur ce qui concerne le statut de l'individu, donc mariage et divorce. Nous avons la loi sur la matzah, la loi donc, qui interdit la vente du Hametz à Pessah. Nous avons la loi du retour, comme je l'ai dit. La loi, non pas du Shabbat comme jour de repos, mais qui s'appelle plutôt Chok Shaot Avoda Umenucha, la loi sur les heures du travail et du repos. La loi sur l'interdiction d'élever en terre d'Israël du porc. Au niveau des institutions, religieusement parlées, nous avons donc l'institution, comme je l'ai dit, des tribunaux rabbiniques. Nous avons l'institution de la Rabbanout Harashit, le grand rabbinat d'Israël.
et également le ministère des Affaires religieuses. Et évidemment, pour finir mon descriptif, je ne pourrais pas faire euh, l'impasse sur le fameux statu quo qui avait donc été, depuis les premières années de l'État d'Israël en 52-53, je crois, eh bien, avait été, on va dire, institué, non accepté, mais institué, concernant donc la garde du Shabbat, le respect du Shabbat dans les institutions nationales, également de la cacheroute, le statut personnel uniquement par la rabbanoute, et enfin l'indépendance de l'éducation religieuse pour ceux qui le souhaiteraient. Donc voilà d'une façon très rapide, je vais dire l'état des lieux. Je vais rajouter encore quelques éléments, peut-être pour parler de cet espace public juif. L'espace public israélien n'est pas un espace neutre, c'est un espace qui est rempli d'éléments juifs. Par exemple, vous avez l'entrée de la sirène qui annonce l'entrée du Shabbat à Jérusalem. On a le schéma Israël tous les matins à la radio. Mon beau-frère qui me racontait il y a quelques années que lorsqu'il était à l'armée et qu'il avait certaines fois envie d'aller prier en minyan, alors il avait souvent besoin de chercher, vous voyez, parmi les soldats, certains qui étaient intéressés à participer au minyan. Et alors il racontait qu'une fois, il y a un Russe qui est venu et qui a accepté de participer au minyan, mais un gars qui ne me paraissait pas spécialement engagé dans la pratique religieuse, mais qui pourtant est venu. Et puis au moment de réciter le schéma Israël, eh bien, il le récitait par cœur. Alors mon beau-frère lui a posé la question, mais c'est bizarre, je ne pensais pas que tu étais introduit dans la chose juive. Et il lui a répondu, pas du tout simplement, j'aime bien écouter la radio, et tous les matins à 6 heures à la radio, eh bien, j'entends le schéma Israël, donc à la longue, je le connais par cœur. Vous voyez, donc à l'ouverture des programmes radio, on entend la récitation du schéma Israël. À l'époque, avec la télévision, il y avait en fin de soirée, vous vous rappelez peut-être, l'étude d'un verset de la Torah, et qui est donc venu clore les programmes télévisés. Les vacances nationales sont réglementées selon le calendrier hébraïque. On n'a pas de vacances pour Noël, mais par contre, on a des vacances pour Hanouka, pour Pessah. Le Shabbat est évidemment un jour férié. La vie juive est accessible à tous et a priori à moindre coût, puisque il y a ici une grande offre. On a introduit le droit hébraïque, en tout cas comme discipline possible dans le système juridique israélien, on en parlera après. À l'armée, il y a une proclamation de fidélité sur le Tanakh. Vous voyez, c'est encore un élément intéressant. Les cérémonies publiques de souvenirs sont célébrées dans l'esprit du judaïsme. Dans l'esprit du judaïsme. A priori, on n'a pas de transport public ni halal pendant le Shabbat. On a une vente nationale du Hametz. Vous voyez, on va voir bientôt les 2 rabbins d'Israël acheter le Hametz. Alors, je ne sais plus comment s'appelle notre ami arabe qui achète le Hametz de tout l'État d'Israël chaque année. Il y a un minimum religieux qui est à l'armée, la cacheroute, il y a un rabbin militaire. Évidemment, le drapeau, c'est pas la peine d'en parler, à composante juive, l'hymne national. Une responsabilité de la part de l'État de développer et d'entretenir des lieux saints du monde juif. Il y a un enseignement public du Tanakh et de la tradition juive, au moins du Tanakh en tout cas, a priori dans les écoles, même non religieuses, puisque c'est une matière au bac. Le ministère de l'Éducation investit des sommes importantes dans l'enseignement des matières juives, dans le développement de formation et de programmation de nouveaux programmes. Les étudiants de Yeshiva, pour ceux qui ne le savent pas, reçoivent une allocation de l'État, il ne faut pas le camoufler, et bien entendu, le nom des rues résonne avec l'histoire du peuple juif et l'histoire du sionisme. Donc, vous voyez, très rapidement, pour essayer de faire un topo sur la situation concernant l'État juif. Donc, évidemment, on aurait pu se suffire de ce topo, je vais dire, présenté en environ 1 heure, pour nous dire, en fait, où est la question? Nous sommes évidemment dans un État juif, donc qu'est-ce qu'on espère de plus que de voir ce qu'il y a uniquement? Alors, on ne se suffit pas de ça. Et j'aimerais réfléchir avec vous, justement, pourquoi y a-t-il encore une place à poser la question et un intérêt à poser la question de l'État juif? Donc, je ne pose pas la question Israël est-il un État juif? Israël est un État juif, mais en quelle mesure Israël pourrait être un État où le judaïsme fait plus consensus, permet de réfléchir les grandes questions sociétales sur un mode qui soit un mode
liées à la tradition et en quelle mesure les institutions nationales du pays eh bien, ont une possibilité d'amplifier le rapport de tous les Israéliens en Israël, tous les Juifs israéliens, à leur judaïsme. C'est en gros les questions qui m'intéressent. Et je vais commencer par justement cette loi du Hametz. On a une loi en Israël donc, qui nous parle de l'interdiction de vendre du Hametz. On n'a pas d'interdiction de consommer du Hametz, vous imaginez bien. De même qu'on a a priori un problème de transport public le Shabbat, mais on n'a pas d'interdiction sur chaque individu de prendre sa voiture et d'aller faire ce qu'il veut pendant le Shabbat en voiture. Mais quel est en fait le statut de cette loi? Essayons de réfléchir un petit peu à l'origine de cette loi pour quelque part comprendre une telle loi participe-t-elle d'une, je dirais, d'une avancée sur la dimension juive de l'État juif en Israël. Quelque part, c'est un symbole. Vous voyez, le fait de ne pas élever des cochons en Israël ou de ne pas manger du Hametz en Israël, de ne pas vendre du Hametz en Israël. Donc, c'est interdiction de vendre sur la place publique du Hametz dans des régions à majorité juive. Il n'y a aucune interdiction de vendre du Hametz à Ramallah ou à Hebron. D'accord. Donc, lorsqu'il y a une population juive et d'une façon indifférenciée, pratiquante ou non pratiquante, il y a une interdiction de vendre du Hametz. Et vous imaginez bien que cette loi eh bien, est difficilement, je dirais, est difficilement appliquée. On ne voit pas la police se promener dans les rues d'Israël en train de chercher le Hametz et de donner des contraventions aux personnes qui ne le feraient pas, tellement qu'en 86, eh bien, il y a eu le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur de Chasse, qui a demandé ouvertement au gouvernement eh bien, d'appliquer cette loi, en disant si c'est une loi de l'État juif, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas appliquée. Alors on lui a dit, mais il s'agirait d'une loi coercitive, on rentrerait à ce moment-là dans l'espace intime de chacun, ça irait à l'encontre des droits de l'individu, et peut-être qu'au fond, cette loi, quelque part, qui vise, a priori, à faire respecter une dimension religieuse à une grande partie de la population, eh bien, on arriverait au contraire, c'est-à-dire à en fait se faire détester. D'accord. Et je crois que cette histoire sur le Hametz à Pessah, qui revient chaque année, hein, chaque année on a des débats là-dessus, eh bien pour nous est un cas intéressant de réflexion. Puisque lorsqu'on parle d'un État juif, eh bien on parle évidemment d'un État au sein duquel la culture juive a un sens, donne à penser à ses citoyens, qu'ils soient pratiquants ou qu'ils ne soient pas. Mais l'interdiction du Hametz, en tout cas la dimension de ce que veut dire le Hametz à Pessah, c'est lié à une certaine histoire du peuple juif, à la sortie d'Égypte, à la création du peuple, c'est lié à une dimension traditionnaliste, à une dimension religieuse, à une dimension de pratique, à une dimension identitaire. Eh bien, au fond, que faire pour que cette idée-là, qui est véhiculée par le Hametz, soit présente dans un grand nombre de foyers en Israël? Il est évident que la loi n'est pas le meilleur outil pour arriver à cet état-là. De même que si la loi sur l'interdiction de transport public le jour du Shabbat, eh bien, si cette loi a pour but c'est-à-dire de motiver les Israéliens à faire Shabbat, eh bien, cette loi arrivera tout au plus à un rejet du Shabbat. Parce que par la force de la coercition, eh bien, on n'arrive à rien. Donc la loi n'est en aucun cas un outil qui permet d'éduquer le peuple. Mais pourtant, la loi a quand même comme importance d'imposer des normes culturelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en Israël et pas en France ni à Tombouctou. La loi a également une valeur, je dirais, nationale culturelle. Et d'imposer certaines choses, eh bien justement, vient dire nous sommes ici dans un pays dont la composante essentielle est d'origine juive. À même titre qu'en France, personne ne va poser la question du dimanche, d'accord, comme jour férié. Eh bien en Israël, on ne devrait pas poser la question du Shabbat comme jour férié. D'accord. C'est le Shabbat parce que c'est le Shabbat. D'accord. Parce que dans l'histoire du peuple juif, le Shabbat a un certain historique. Mais alors, que serait donc cet État juif dans une
dimension, je dirais, plus avancée. Certains vont nous dire l'État juif, eh bien, à terme, doit arriver à ce qu'on appelle Medinat Halacha. D'accord ? Un véritable État juif, pour certains, c'est une Medinat Halacha. C'est un État au sein duquel, eh bien, c'est la loi juive qui gouverne. Une théocratie, si vous voulez. Une théocratie qui serait appliquée peut-être envers et malgré tout, même si la majeure partie du peuple la refuse, mais en tout cas, une théocratie qui serait, plutôt que de trouver ses bases dans un monde ottoman, eh bien, il faudrait plutôt adhérer au système du Mishpat haïvri, d'accord, du droit hébraïque. Ça ne veut pas dire qu'on va obliger tout le monde nécessairement à faire Shabbat, à manger kasher. Mais ça veut dire que les référents essentiels seront dans la loi juive. C'est une utopie. Utopie parce que la majeure partie du peuple ne le veut pas. Et comme je l'ai dit auparavant, ça crée que des antagonismes et des oppositions. Donc la théocratie, Medinat Halacha, même si on peut en rêver pour un jour, eh bien, ce n'est pas encore une possibilité réelle. Deuxième possibilité qu'on a sur le terrain, c'est au contraire un État juif, ce sera un État de tous ses citoyens. C'est-à-dire la dimension juive de l'État d'Israël, eh bien, serait celle de l'universalité d'Israël, serait celle justement du fait de conférer des droits égaux à tous ses citoyens, au-delà de toute appartenance religieuse. Certains parlent justement d'un État juif comme étant l'État laïque par excellence. On est en pleine utopie napoléonienne et on entend certaines fois en Israël, mais quelque part, cette conception-là, donc d'un État qui serait l'État de tous ses citoyens, au nom justement du judaïsme, des juifs qui ont été brimés, qui ont été la cible d'antisémitisme. Et donc aujourd'hui, ils doivent absolument penser à tout le monde et créer cet État-là. On en arrive après à des arguments du style changer l'hymne national comme la Tikva, puisque ce n'est pas représentatif ni pour les Haredim, en tout cas de l'époque d'il y a environ 20 ans, ni pour la population arabe. Donc en tout cas, cette idée-là, eh bien, n'est pas une idée possible. Donc, qu'est-ce qui serait aujourd'hui donc cet État juif? Alors, en préparant cette intervention et en discutant avec Brigitte, alors on a réfléchi à un nouveau livre qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui présente justement une réflexion très intéressante sur ce sujet-là. C'est un livre du Rav Chaim Navon qui s'appelle Medina Ktana le'Am Gadol. D'accord? Et le Rav Chaim Navon écrit dans ce livre-là, que je veux dire que c'est une petite perle de simplification intellectuelle. C'est-à-dire, il écrit avec beaucoup d'intelligence et pourtant, c'est accessible par tous. Et je pense que le Rav Chaim Navon a justement ce don de simplifier les grandes questions. Et dans ce livre-là, il a une proposition sur ce que doit être l'État juif. Et je vais parler de sa proposition en fin de parcours, si vous voulez bien. Je vais d'abord parler de la proposition qui avait été celle du professeur Leibovitch. Yeshayahu Leibovitch. Vous savez que Leibovitch, dans sa pensée tardive, puisque le premier Leibovitch il était Mefaked au Lehi, au Etzel, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était un vif combattant, un sioniste extrêmement engagé, qui n'avait absolument rien à voir avec le Leibovitch provocateur et insupportable qu'on entendait plus tard. Et Leibovitch, donc, lui, était totalement opposé à l'institution du grand rabbinat d'Israël, et surtout au statut que les rabbins avaient dans l'État d'Israël contemporain. Et il disait, aujourd'hui, les rabbins eh bien, sont nommés par des juges et par des commissions laïques. Il n'est pas du tout question de vérifier l'audace, le leadership d'un rabbin, mais on est uniquement dans une volonté de faire taire le judaïsme. C'est pour ça qu'on va choisir des grands rabbins qui eh bien, seront selon l'expression de Leibovitch, des rabbanim mitam, c'est-à-dire des pions placés par l'établissement laïque, et ces rabbins eh bien, devront se taire. Tout au plus, ils devront eh bien, donner leur avis sur ce qui relève de la cacheroute, du statut personnel, donc le guet et le mariage, divorce et le mariage, et peut-être également sur la question de la conversion. Mais quelque part, ces rabbins-là, en fait, on leur demande surtout de se taire, d'être des bons fonctionnaires et de se taire. Et Leibovitch disait, on est en train, dans l'État juif, d'étouffer la Torah.
puisque si la Torah a quelque chose à dire qui peut s'exprimer dans tous les domaines de la vie, et pas uniquement dans ces petits domaines qu'on a donc, au sein desquels on a cantonné le rabbinat, c'est-à-dire les domaines de l'économie, les domaines de la vie sociale, les domaines de la technologie, de la médecine, eh bien, il faut leur donner la parole. Il faut que le rabbinat puisse s'exprimer sur ces grandes questions. Et Leibovitch nous disait, puisque le rabbinat est bien à la bouche euh, comment dire, fermée, eh bien, il faut annuler cette institution. Institution qui n'a plus aucune raison d'être, il faut l'annuler et en passant également séparer l'État de la religion. D'accord? Et pour lui, il disait, faites confiance aux Juifs. Faites confiance aux Juifs. Si demain, il n'y a plus de coercition, d'une part, et deuxième point, on laisse les rabbins parler, eh bien, le judaïsme pourra être aimé et pourra être apprécié par le peuple. Plutôt que d'obliger tous et toutes à passer par le rabbinat pour se marier, alors qu'ils ne sont pas nécessairement pratiquants, et qu'afin de les marier religieusement, eh bien, il faut faire appel à toutes sortes de subterfuges pour savoir véritablement est-ce qu'ils sont, on va dire, partie prenante du monde religieux, eh bien, il disait, séparons ces domaines-là, permettons euh, euh, un mariage laïque en Israël, afin justement que les Juifs, qui sont demandeurs de judaïsme, mais qui détestent le rabbinat, d'accord? Les Juifs aiment le judaïsme, mais n'aiment pas les rabbins, d'accord? Eh bien, afin que ces Juifs puissent justement venir et soient demandeurs. Donc, la proposition de Leibovitch, vous voyez, qui est souvent mal présentée, parce qu'on dit souvent Leibovitch était anti-religieux, anti-establishment. Non, pas du tout. Il avait comme proposition de ramener les Juifs à la Torah, et sachez que Leibovitch avait en tête véritablement comme fin du parcours Medinat Halacha. Pour Leibovitch, il fallait arriver à terme à une Medinat Halacha. Mais afin d'arriver à cette Medinat Halacha, eh bien, il fallait déconstruire tout ce qui était establishment nommé par des laïcs. Alors, c'est une option intéressante, l'option de Leibovitch, sauf que justement, elle a été, je crois, mal comprise, puisque certaines fois en Israël, quand on parle de ces débats infinis de Afradat Datum Dina, séparation de l'État de la religion, eh bien, on est toujours dans un espace qui est un espace ou français ou américain, qui sont les deux seuls pays où il y a véritablement une séparation de l'État et de la religion, parce que sinon, dans d'autres pays, on ne connaît pas ça. Même en France, où on a une séparation de l'État et de la religion, en vérité, on n'a pas vraiment de séparation puisqu'on a une religion de la laïcité. D'accord? On a une véritable religion de la laïcité qui ne permet même plus une expression normale d'une personne qui désire justement avoir des signes extérieurs de religiosité. Pour anecdote, j'écoutais il y a quelques jours le témoignage de certains jeunes musulmans français et belges qui étaient venus en Israël. Ouais, mais c'est désactivé, mon micro. Alors, ils sont arrivés en Israël et alors ils étaient évidemment totalement baignés dans une critique d'Israël. Israël est un pays raciste, d'apartheid, les Arabes ici, les musulmans n'ont pas de place. Et alors, à la fin de leur parcours, ils témoignent et disent « Mais c'est incroyable ce pays. Dans la rue, on voit des femmes voilées, on entend le muezzin. » Et alors, ils ont vu en cela une question d'ouverture incroyable, justement sur la question de la laïcité. Ce qui, nous, en Israël, ne nous choque même pas. En Israël, personne n'a imaginé interdire le port du hijab dans la rue à la population arabe. Pour eux, c'était quelque chose, vous voyez, qui relevait de quelque chose de très grand. Alors, en vérité, donc en Israël, évidemment, on ne parle pas de séparation de l'État de la religion. On ne parle pas de créer un espace absolument laïque. D'accord? L'espace israélien, comme on l'a vu, est un espace authentiquement juif. Il y a du judaïsme partout dans ce pays-là. Mais on parle plutôt de privatisation. D'accord? Et je crois que justement la traduction réelle de Afradat, Dat ou Medina, la séparation de la religion et de l'État, eh bien, doit se traduire par privatisation de l'État, des services religieux de l'État. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, pour présenter cette option-là, j'aimerais, et là pour l'instant je présente, je ne donne pas encore mon avis. Je donnerai mon avis en fin de soirée, mais là pour l'instant je présente uniquement les différents discours qu'on trouve en Israël. Alors, un organisme très présent sur cette question-là, c'est l'organisme sioniste religieux Ne'emanei Torah ve'Avoda.
Néné Torah Ve'Avoda, c'est un organisme qui se situe, si vous voulez, dans l'aile gauche du sionisme religieux, non pas l'aile gauche uniquement politique, hein, ce n'est pas nécessairement politiquement de gauche, mais disons que c'est l'aile plus libérale du monde sioniste religieux. Et Néné Torah Ve'Avoda ont déjà depuis quelques années mis en place des équipes qui travaillent à réfléchir l'instauration en Israël d'un rapport plus sain entre l'État et le judaïsme. Pour vous donner quelques exemples, ça apparaît évidemment sur leur site que vous pourrez donc consulter sur Internet. Par exemple, je prends comme premier cas le cas du Giour, le cas de la conversion. Aujourd'hui, une personne qui désire se convertir en Israël, eh bien, doit être un Israélienne. D'accord, doit avoir la nationalité israélienne. Et doit se convertir uniquement face au rabbinat, donc au grand rabbinat, que ce soit à Jérusalem, à Haïfa ou à Tel Aviv. C'est généralement les grands pôles donc, qui opèrent des Batedin les Giour, des tribunaux rabbiniques pour la conversion. Mais au fond, est-ce que la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui est censée donc gérer la question de la conversion pour des personnes qui ont véritablement envie de se convertir, d'Israël ou pas, est-ce qu'elle permet une bonne gestion du problème? Eh bien, c'est un problème. Et je vous donne l'exemple d'un élève que j'ai justement ces jours-ci, un élève qui est arrivé de France et qui n'a pas le droit, pour des raisons de statut face au ministère de l'Intérieur, d'accéder à la conversion. Il faut avoir un certain visa. Si on n'est pas israélien, il faut avoir un certain visa qui permet de demander une demande spéciale, une Va'adat Harigim, une commission spéciale, qui va donc octroyer le droit ou pas de se convertir. Et vous voyez que cette personne-là, qui est une personne qui a déjà la cinquantaine, qui est en Israël depuis 3 ans, qui est pratiquante, qui étudie la Torah, qui est véritablement sincère, eh bien cette personne-là se retrouve refusée de conversion par l'État d'Israël parce que justement son visa n'est pas adapté. Et là, je veux poser la question. Est-ce véritablement la meilleure façon de gérer la question des conversions que de refuser la conversion à une personne qui n'a pas un statut civil adapté? Personne dans le monde juif, en 2000 ans d'histoire de conversion, n'a refusé de convertir une personne parce qu'elle était de telle ou telle nationalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est peut-être très mal géré. On arrive, il y a quelques semaines, à une reconnaissance par la Cour suprême des conversions opérées par les tribunaux rabbiniques du monde conservatif et libéral, d'accord, justement parce qu'il y avait une certaine crispation autour de la question des conversions. Tout le monde ne pouvait pas être converti, d'accord. Et au bout du compte, eh bien, la Cour suprême va se mêler en disant il est hors de question de faire dépendre la conversion d'un certain statut civique. Vous voyez comment certaines fois une question religieuse, spirituelle, qui est la conversion, eh bien, je dirais, est entachée par une volonté de gérer la chose d'une façon monopoliste, je ne sais pas comment dire, sur un monopole et centraliste. D'accord ? Le centralisme du rabbinat sur ce point de la conversion, à mes yeux, est nocif. D'accord ? Est nocif. Puisque justement, de vouloir, je dirais, avoir un œil posé sur toute question de conversion, on arrive aujourd'hui, d'accord, à refuser des conversions de personnes très bien intentionnées, d'accord, et également à créer un problème face à la Cour suprême qui, au fond, eh bien, vous voyez, maintenant, va permettre en Israël l'accession à la citoyenneté par des personnes qui ont fait des conversions libérales ou conservatives. Dans tous les cas, ça se fait déjà. Parce qu'une personne qui a fait une conversion libérale ou conservative en dehors d'Israël, après 10 mois, a le droit à demander la nationalité sur la base du Chok HaShvut, de la loi du retour. En tout cas, vous voyez que je ne parle même pas, en plus de cela, de certaines fois l'hostilité de certains rabbins au rabbinat d'opérer des conversions. D'accord ? On a entendu également il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, la phrase de ce parlementaire de Yahadut HaTorah, que même les conversions faites au sein de l'armée, d'accord, à ses yeux, ne sont pas des conversions. Donc évidemment, la question des conversions est une question fondamentale en Israël, puisque personne n'est d'accord. Une personne qui va se convertir, même chez le Rav Chaim Kanievski, et dans les institutions totalement haredi, ne sera pas reconnue par l'État d'Israël. Au même titre, une conversion libérale ne sera pas reconnue. Voyez, donc à vouloir créer un certain centralisme, eh bien, on rate
peut-être quelque chose de bien plus important qui est d'accepter des personnes dans le peuple juif. Et ce n'est pas eux qui ont besoin de nous, je vous rappelle, c'est nous qui avons besoin d'eux. Les personnes qui viennent pour se convertir avec une grande sincérité et un cœur ouvert, c'est nous qui avons besoin d'eux, c'est pas eux. Vous voyez, et ça, c'est très important. Donc ça, c'est pour la question du Giour. Les Batédines, la question des tribunaux rabbiniques. En Israël, les tribunaux rabbiniques et le rabbinat d'une façon générale, eh bien, est noyauté par le parti chasse. Ce n'est pas une nouveauté, vous voyez. Le Rav Kook avait en tête de créer le grand rabbinat d'Israël, qui soit un grand rabbinat qui est une voix qui porte pour les Juifs du monde entier et qui soit justement, je veux dire, source d'inspiration pour les Juifs, qu'ils soient religieux ou pas. Et on se retrouve après 80 ans à avoir un rabbinat qui est un rabbinat noyauté par le monde ultra-orthodoxe, qui est en fait totalement déconnecté de la réalité du terrain, d'accord, et qui, en plus de ça, va nommer des rabbins sans demander aux citoyens leur avis. Moi, je suis par exemple citoyen de Jérusalem, j'habite à Jérusalem. Eh bien, j'aimerais bien avoir mon mot à dire sur le grand rabbin de Jérusalem. Vous voyez, j'aimerais pouvoir voter, ou en tout cas avoir des représentants qui votent en mon nom pour le grand rabbin de Jérusalem. Or, aujourd'hui, un rabbin peut être parachuté par le rabbinat ou par le ministère des cultes, parce qu'il y a également, vous voyez, des questions de politique, justement liées aux différents partis religieux, Shas, Yahadut Torah, d'accord. Et un rabbin va être parachuté comme ça dans un quartier, dans une ville, alors qu'il n'y a absolument aucune relation, aucun lien profond entre son rabbin, son identité et la population locale. Quelque chose qui est extrêmement nocif pour le monde juif, d'accord. C'est extrêmement nocif pour le monde juif, une telle chose. Alors que le rabbin, justement, c'est celui qui est censé diriger le peuple juif, donner des grandes orientations, donner des idées qui soient, vous voyez, on va dire, source d'inspiration. Je pense souvent au Rav Zaks, Zichrono Livracha, au rabbin Jonathan Zaks, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui avait été présenté comme étant le grand rabbin des Juifs. Vous voyez, et je me disais, c'est marrant parce qu'en Israël, on a comme modèle rabbinique un modèle extrêmement, je dirais, classique, qui veut que le grand rabbin d'Israël, c'est Faradou Ashkenaz, hein, c'est la même chose, eh bien, en comme fonction essentielle d'être des dayanim. D'accord. Ce sont le grand rabbin d'Israël et le Av Bet Adin, du Bedin Agadol. C'est le président du grand tribunal rabbinique. Sa fonction est une fonction halachique. D'accord. Mais pas du tout représentative. Je ne crois pas que la majorité des Israéliens se retrouvent dans l'image du Rishon LeZion, le Rabbi Yitzhak Yosef, qui est un grand érudit en halakha, mais qui est habillé avec des habits qui ne sont pas du tout, on va dire, à la mode d'aujourd'hui, quoi. Une grande partie des Israéliens ne comprennent pas du tout qui est cette personne qui est censée représenter le judaïsme en Israël. Vous voyez, ça pose un petit problème. Alors que j'aurais pensé que le grand rabbin d'Israël a justement pour vocation de faire aimer le judaïsme, d'avoir une voix qui soit porteuse, un peu comme le Rav Zaks avait une voix qui soit justement intéressante pour les juifs comme pour les non-juifs. En France, par exemple, pour faire la comparaison, on n'a jamais demandé au grand rabbin de France d'être un grand décisionnaire. D'accord. Ce n'est pas son rôle. Il a comme rôle d'être représentatif face aux autorités locales par rapport à la République française. Et puis, sa voix halachique importe peu. Sa voix halachique sera peut-être controversée par le Av Bet Din, bon, il n'y en a pas aujourd'hui à Paris, mais en tout cas par un Dayan, vous voyez, et c'est lui qui va avoir la force de loi. Donc je crois qu'en Israël, on a justement pensé le rabbinat comme étant avant tout une institution halachique. Or, et là j'aimerais vous dire une phrase importante, il faut bien séparer la dimension halachique de la dimension juive. Quand on parle du caractère juif de l'État d'Israël, on ne parle pas du caractère halachique de l'État d'Israël. Il y a un intérêt en Israël, par exemple, à ce que le Shabbat soit un moment où tout le monde comprenne qu'il y a ici des éléments de culture juive. D'accord. Mais personne ne parle de halakha. D'accord. On parle justement d'un espace et d'un moment où toute personne, qu'elle soit religieuse ou pas, puisse, le jour du Shabbat, trouver eh bien, quelque chose qui, pour lui, représente le Shabbat. Je ne parle pas nécessairement de créer des shahatnez, des micmacs comme ça. Par exemple, je me pose la question, à Tel Aviv, vous savez qu'en été, je ne sais pas si ça se passe encore, mais sur le port de Tel Aviv, il y a avant Shabbat une grande fila comme ça, où des personnes viennent inviter, garçons, femmes, des enfants, des chiens, un peu tout le monde vient et il y a une Kabbalah de Shabbat.
sur le bord de la mer. Alors, c'est une Kabbalah de Shabbat qui n'est pas halachique, je crois que c'est mené par le mouvement conservatif. C'est pas halachique, je ne sais pas s'ils font la musique avant l'entrée du Shabbat ou également après, je ne vous cache pas que j'ai jamais été, mais j'ai vu ça sur YouTube. Mais on voit une bonne ambiance, on voit des gens qui sortent de la plage avec la serviette sur l'épaule, tout bronzés, après avoir passé une bonne journée, et puis passent, et puis chantent l'Echa Dodi, voilà, vous voyez, et quelque part reçoivent le Shabbat. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est à ça que ressemble le Shabbat du peuple juif en Israël aujourd'hui? Eh bien, quelque part, même si ce n'est pas mon Shabbat à moi, mais je me dis, il y a des personnes qui, pour eux, arrivent à se connecter à cette forme de religiosité, d'activité, et vont pour eux arriver avec la famille à ce moment et vivre un moment qui pour eux représente le Shabbat. Est-ce que c'est halachique? Ce n'est pas halachique. Mais est-ce que pour autant, ce n'est pas juif? Bien entendu que c'est juif. Et c'est une sorte, vous voyez, de façon de réfléchir le Shabbat de l'État juif, qui pour certains sera sur un mode plus laïque, vous voyez, et pour d'autres sera sur un mode plus halachique. Il y a pas mal de nouvelles options comme ça qui se créent. Et je n'ai pas encore d'idée claire là-dessus, mais je suis content de voir les personnes y aller et, je dirais, participer à cet événement. Voilà. Au même titre que si on était en France, par exemple, et qu'il y avait une Kabbalah de Shabbat et des personnes venaient à cette Kabbalah de Shabbat en voiture ou un peu n'importe quoi, vous voyez, sans avoir besoin de sortir la carte d'appartenance au monde halachique, eh bien, ça me fait plaisir de voir que des Juifs arrivent à ces événements-là et puissent participer et vivre une sorte de Shabbat. Vous voyez, donc ça, c'est déjà par rapport à l'espace public qui n'est pas un espace halachique. Parlons à présent des communautés. J'ai parlé un peu des communautés et des rabbins auparavant. Une des propositions intéressantes que je vous soumets, on pourra la réfléchir ensemble, de cet organisme de Nene Torah ve'Avoda, eh bien, c'est de démocratiser les services religieux et avant tout le statut du rabbin. C'est-à-dire revenir à une sorte de situation, je dirais, de galoute, de Gola. Alors, ça porte un coup évidemment à l'ego national, d'accord? Ça porte un coup à l'ego national, de dire que ce n'est pas le grand rabbinat d'Israël qui va décider des grandes décisions du peuple juif, mais c'est chaque rabbin et chaque communauté. Et plutôt que de prendre des budgets énormes au ministère des cultes et de les distribuer d'une façon pas toujours transparente, on le sait, d'accord, parce que c'est politique, c'est Yadut Torah, c'est politique, eh bien la proposition est de permettre à chaque communauté d'obtenir des budgets en fonction du nombre de membres qui vont adhérer à ces communautés. Cette communauté, c'est elle qui va également payer le salaire du rabbin, qui va donc choisir son rabbin, d'accord, qui va choisir son rabbin, mais qui aura évidemment des budgets qui vont être alloués par l'État. On n'est pas en situation, vous voyez, de séparation absolue. On a des budgets de l'État d'Israël qui sont pour les questions religieuses. Et ces questions-là, eh bien, seront privatisées. On est en privatisation. Et donc, chaque communauté pourra donc se gérer et pourra opérer ses conversions, pourra opérer ses mariages. Évidemment, après, cette proposition-là est à travailler, mais quelque part, ils disent il faudra laisser le choix aux différentes communautés de vivre leur judaïsme sur le mode qui leur plaît. D'accord? Alors, comment ça va se passer après au niveau des différents mouvements du judaïsme? Moi, ça ne me pose pas tellement de problème, cette question du mouvement du judaïsme. Et vous dire pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a une masse critique qui est traditionnaliste et qu'au fond, les mouvements libéraux ou conservatifs ne sont pas extrêmement présents. C'est la raison pour laquelle, pour revenir un peu à la question que j'ai évoquée auparavant, la question de la conversion, par exemple, vous voyez que la Cour suprême donc, a permis aux personnes donc, qui ont fait les conversions libérales ou conservatives d'avoir accès à la loi du retour, eh bien, je ne crois pas pour moi que ça soit négatif. Je ne crois pas que ça soit quelque chose de négatif. Parce qu'au fond, ça va régler des problèmes. Et comme je vous l'ai dit, des personnes qui n'arrivent pas à accéder à la conversion aujourd'hui parce que leur statut ne le permet pas, eh bien, pourront s'aider de ces conversions libérales pour ensuite, s'ils le désirent, et j'espère qu'ils le désireront, faire une conversion orthodoxe. C'est la grande majorité de ce qui se passe aujourd'hui. Voyez, mais plutôt que de centraliser, d'étouffer, il vaut mieux ouvrir. Une autre question qui avait été évoquée, c'est évidemment la question de la cacheroute. Aujourd'hui en Israël, on a un monopole de la cacheroute qui est basé sur le fonctionnement du rabbinat. On sait clairement qu'il y a d'autres cacherouillottes. Il y a d'autres cacherouillottes. Au même titre qu'il y a même d'autres batédines qui font des conversions.
uniquement, elles ne sont pas reconnues par l'État d'Israël. Mais il y a également d'autres cacherouillottes. Le marché de la cacheroute est un marché, je dirais, extrêmement opaque. D'accord? Aujourd'hui, on dit souvent que chaque poulet a son rabbin. D'accord? Chaque poulet a son rabbin. On est toujours plus cachère que cachère. On ne sait plus vraiment qui suivre. On a des Badat Bet Yosef, on a des Khalak Marpoud. Enfin, on est dans une sorte d'aristocratie absolument ridicule du judaïsme, alors qu'au fond, ce qu'il faut, c'est manger cachère. D'accord? Et comprendre pourquoi manger cachère, c'est important et c'est bien pour le peuple juif. Alors, en matière de cacheroute, également, là, la situation n'est pas extraordinaire. La situation n'est pas extraordinaire. Puisqu'au fond, on a vu dans l'histoire du peuple juif que lorsque quelqu'un avait ce qu'on appelle une cheskat cacheroute, d'accord, c'est-à-dire qu'il connaît la halakha et il sait tenir sa cuisine, il sait donner à manger cachère au peuple juif, eh bien, on le croit, on lui donne une théouda et ça suffit. Pourquoi le rabbinat serait le seul à pouvoir justement délivrer cette théouda? Concrètement, il y a d'autres théodotes qui sont délivrées, voyez, mais la question après est une question de budget. Il y a une question de budget, il faut après payer des mashgichim, et puis tout le monde n'a pas ces budgets-là. Donc, quelque part, encore une fois, cette proposition de Néné Torah Avoda, c'est une proposition, je crois, qui, quelque part, existe déjà sur le terrain et ne demande qu'à être légalisée. La question des mariages. La question des mariages. En Israël, évidemment, l'ego national veut qu'en Israël, c'est le rabbinat qui opère des mariages. Et si vous voulez mon avis, c'est très bien comme ça. Sauf que il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se marier, soit parce qu'ils ne sont pas engagés dans le monde religieux. Vous savez qu'au niveau halakhique, on n'a pas le droit de marier des gens qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas pratiquants. On n'a pas le droit de faire un mariage si les deux n'acceptent pas le principe même de Kabbalat Ol Mitzvot et Ol Malchut Shamaim. Je n'ai pas le droit. C'est un mariage qui est nul et non avenu. Et en Israël, aujourd'hui, on se casse la tête à trouver des petits éléments qui vont dire est-ce que tu vas mettre une mezouza à ta porte quand tu vas te marier? Ah oui, très bien, ça veut dire que tu es avec nous. Et donc, quelque part, on fait des mariages justement religieux pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, on ne se marie qu'avec le rabbinat, alors qu'au fond, ce n'est pas toujours l'intérêt du judaïsme. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se marie et qui n'est pas religieux, et le mariage peut arriver à battre de l'aile, eh bien, si la femme va avec un autre homme mais n'a pas le guet, eh bien, les enfants seront mamzerim. D'accord? C'est pour ça que le Rav Chaim David Halevi, qui était le grand rabbin d'Israël, un possèque important, lui considérait qu'il valait mieux éviter de marier les gens religieusement, parce que de cette façon-là, on évitait des mamzerim. Et c'est plus important d'éviter des mamzerim que de conserver l'ego national du mariage du rabbinat à tout prix. Voyez, c'est encore une fois un domaine qu'il faut savoir gérer. Mais l'idée, c'est que si le monde religieux, j'aime pas tellement cela, le monde de Shomer Halacha, sait faire entendre une voix passionnée et significative sur le sens du mariage tel qu'on le connaît dans le monde juif traditionnel, Choupa avec Kiddushin, eh bien les gens voudront venir. D'accord? Mais de créer justement une obligation, ça ne fait que créer de l'antagonisme. C'est comme un enfant, plus on l'oblige à faire quelque chose, et plus il ne voudra pas le faire. D'accord? Et quelque part, vous voyez, on a ici des éléments, je ne vais pas passer en revue tout ce truc-là, mais on a des éléments, je pense, qui demandent à être réfléchis. Par exemple, les Mohalim. On a également une possibilité de réfléchir de nouveau le statut du Moël. D'accord? Est-ce qu'il y a un prix? Est-ce qu'il faut une régulation pour le Moël? Aujourd'hui, n'importe quel Moël peut venir et demander n'importe quel prix. Parce que c'est quelque chose justement qui n'est pas sur une régulation. Moi, je crois que dans l'État juif, eh bien, le grand rabbinat ne doit pas avoir un rôle d'alachiste, mais un rôle de régulateur. Il doit avoir une régulation, par exemple, dire voici les critères pour lesquels on va donner la cacheroute à telle ou telle institution et octroyer la cacheroute à différents organismes. Voici les critères pour lesquels un Moël pourra opérer en tant que Moël. Il ne faudra pas qu'il demande plus que tant d'argent, il faudra qu'il soit bien, je dirais, vérifié au niveau de ses compétences également médicales. Vous voyez, on a également besoin de vérifier, c'est tout bête, mais ça fait partie justement du monde juif, quels sont les prix des mezuzot et des téphilines. Est-ce que le marché doit être un marché totalement ouvert à ce niveau-là? Ou alors il faut qu'il y ait une régulation sur ces sujets-là? Est-ce que lorsque je vais acheter des mezuzot et téphilines, je n'ai pas l'obligation de demander une Kabbalah? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font au noir, d'accord, sur ce niveau-là. Mais est-ce que justement, ça ne fait pas partie de l'État juif de vouloir dire les questions qui sont reliées à la pratique juive, au rituel, si vous voulez,
doivent être également sous la régulation de cette histoire de la pensée halachique, d'accord? Parce que la pensée économique a une grande place dans le monde de la pensée halachique, d'accord? Et bien évidemment, et ça, je pense à un parlementaire des années 60, Moshe Ouna, sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui lui avait réfléchi également à la question de Dat ou Medina, la question de l'État et de la religion en Israël. Et alors, il disait la chose suivante. Il disait, vous savez, les rabbins haredim souvent se trompent et pensent que la Knesset, c'est une yeshiva. Ils ont l'impression qu'en arrivant à la Knesset, s'il y a une loi à voter pour ou contre le Shabbat, eh bien, s'il y a une loi qui passe et qui permet l'ouverture, par exemple, des magasins pendant Shabbat, c'est un peu comme si on allait voter une loi pour transgresser le Shabbat. Or, la Knesset n'a pas, les lois de la Knesset ne sont pas des halachot, d'accord? En aucun cas. Tout au plus, c'est pour créer déjà des arrangements entre les différentes populations. En Israël, c'est plus ou moins ce qu'avait proposé le Rav Medan et Gabizon, les routes Gabizon, de créer des arrangements en fonction des lieux, des populations qui habitaient à différents endroits. Mais quelque part, il faut savoir amener les dimensions du judaïsme, que ce soit dans ses dimensions de Mishpat Ivri, donc de droit hébraïque, mais également dans ses valeurs, dans un langage qui peut être accepté par tous. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on approche des questions essentielles et on les fait rentrer au sein même de la Knesset, avec une volonté de montrer la grandeur de ces domaines-là, eh bien, ça peut passer. Je pense par exemple au Chok Issur Lashon Hara. Il y a une loi en Israël qui est l'interdiction de Lashon Hara. C'est une loi qui est essentiellement basée sur le droit hébraïque. C'est un succès de la part du département du droit hébraïque d'avoir fait rentrer cette loi dans le droit israélien. On a beaucoup de lois qui pourraient être influencées par le droit hébraïque. Et pas uniquement, comme le disait Aaron Barak et ses amis, on va uniquement prendre les valeurs universelles du judaïsme lorsqu'on n'a rien trouvé autre part. Je crois qu'il y a dans le droit hébraïque, ce n'est pas la halakha, c'est le droit hébraïque, il y a dans le droit hébraïque beaucoup d'éléments qui pourraient justement, je dirais, faire consensus au sein de la société israélienne par justement des belles valeurs, par des dimensions qui ont été réfléchies depuis 2000 ans d'études par le peuple juif et qui pourraient, je crois, faire consensus. Mais dès lors qu'on passe par le biais de la coercition et présenter ça comme quelque chose de, excusez-moi, religieux, d'accord, on a déjà perdu la moitié de la bataille. Voilà pour l'instant, pour l'essentiel des choses, et je propose qu'on ouvre le débat. Ouais. Bonjour. Je crois qu'il y a une dichotomie entre le génie du peuple juif et le génie d'Israël. Jamais, le peuple juif a toujours une tendance naturelle vers le compromis, vers la dissolution, l'élaguement de valeurs, la recherche d'une normalité. Mais il y a une dimension qui est complètement extrême et radicale, c'est celle d'Israël, qui n'acceptera jamais cette normalité. C'est Eliyahu Hanavi qui égorgera les 400 rabbins conservateurs qui dirigeaient le pays du temps de Ahab, mais jamais il n'y aura d'équilibre entre les deux. Et c'est toujours la dimension d'Israël qui prendra le pas. On n'a pas passé 2000 ans en galoute et de douleurs pour arriver à avoir un état coloré avec des danses de yachts sur les yachts à chaque fois. Ça n'existe pas, ça. Il y aura toujours un Eliyahu Hanavi qui va se lever et qui mettra un terme. Il y aura toujours un Pinchas qui jamais ne laissera les choses se passer comme ça naturellement. Alors, j'aimerais vous donner une perspective. Je parlais avec mon fils qui étudie à la Yeshiva à Tel Aviv, dans le sud de Tel Aviv, dans le quartier donc, des Soudanais. Et alors, donc, évidemment, je disais que j'allais parler de cette question-là. Il me disait, tu vas seulement dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et donc, je n'avais pas besoin de lui dire pour qu'il était déjà pas d'accord. En tout cas, il me dit, voilà, moi, je marche à Tel Aviv. Il y a en Israël une kfia chilonite. Il me dit, il y a en Israël une coercition laïque sur moi. Je marche dans la rue de Tel Aviv
je ne veux pas voir des grandes affiches publicitaires avec des femmes dénudées. C'est une kfia chilonite. Maintenant, vous savez qu'au niveau de la loi, c'est pas si simple justement de pouvoir présenter un peu partout des femmes dénudées. Vous voyez, toutes sortes de. Au niveau de la loi, c'est pas si simple. Ça peut porter atteinte justement à des régachotes. Il y a vraiment, j'ai essayé de vérifier cette question-là, mais en tout cas, il me dit, on est dans une situation de kfia chilonite. Alors que toi, tu essaies de dire qu'il faut alléger les choses. Je crois qu'il faut au contraire montrer que le judaïsme, et dans sa version halachique, a quelque chose de bien clair à dire, et il faut se battre pour que cette voix-là se fasse entendre. Alors moi, de lui répondre, oui, mais de cette façon-là, tu ne vas pas avoir beaucoup d'amis. Tu ne vas pas réussir à faire, on va dire, une sorte de parlement qui va être d'accord avec ce que tu vas dire. Tu vas être plutôt dans l'action extrémiste. Et lui de me répondre, mais oui, je suis prêt à être plus extrémiste afin de faire entendre une voix juive authentique, quitte à me faire allumer par les autorités, si vous voulez, quitte à me faire pointer du doigt comme un extrémiste, mais au moins, je n'aurais pas fait de compromis sur ce que le judaïsme nous dit sur certains points. D'accord ? J'entends cette voix. Mais alors, et je vais en même temps répondre aux personnes qui ont posé la question concernant le Rav Chaim Navon. Mais ce que dit le Rav Chaim Navon, et ça va un peu dans ce sens-là, il dit, bien sûr qu'on aurait préféré aujourd'hui d'avoir une sorte de Medinat Halacha. Bien sûr qu'on aurait préféré, encore une fois, je dis, moi je ne suis pas sûr que la Medinat Halacha c'est une solution, hein, du tout. Mais, enfin pas moi, c'est le Ran, Rabbeinu Nissim de Gorandi, qui lui justement ne considérait pas que la Halacha pouvait gérer un État, même pas aujourd'hui encore. Mais en tout cas, il disait, je ne veux pas d'un État qui mette la halacha et le judaïsme comme étant un sujet de dissension au sein du peuple juif. Je veux que le judaïsme et le caractère juif de l'État d'Israël se basent sur des questions d'acceptation générale. Alors, ça demande des compromis. Mais des compromis qui ne sont pas, comment dire, sauf passou, qui ne sont pas à la fin de l'histoire. On avance, vous voyez. Et je ne vais pas vous étonner en disant que le caractère juif de l'État d'Israël aujourd'hui est bien plus développé que ce qu'il y avait dans les années 50. D'accord ? On en est bien loin de ce qu'il y avait dans les années 50. On ne peut pas manger kasher à Tel Aviv, même bien plus tard. D'accord ? Et évidemment, une dimension essentielle également dans cette histoire d'État juif, c'est bien évidemment la dimension de ce que Moshe Houna appelait Ben Adam Lechavero. On a dans la Torah toute une dimension de Ben Adam Lechavero. Ça y est, cette dimension, ce n'est pas uniquement une dimension, je dirais, morale pour ceux qui n'arrivent pas à avoir une action religieuse portée vers le Créateur à la synagogue. Non, Ben Adam Lechavero, c'est essentiel. La halacha développe ces sujets-là. Eh bien, ne serait-ce que déjà amener ces questions de Ben Adam Lechavero au sein de l'espace public israélien, mais ça serait énorme. Ça serait énorme. Ne pas parler sans parler encore une fois d'économie. Mais vous voyez, on a des données à amener. Vous voyez, moi, j'aurais voulu entendre, par exemple, les grands rabbins d'Israël sur la crise du corona. J'attends de savoir qu'est-ce que pensent les grands rabbins d'Israël sur la période du corona. Je n'attends pas d'eux des exhortations à faire tchouva. Attention, il faut faire tchouva, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas le rôle du grand rabbin. Je veux savoir qu'est-ce que le grand rabbin d'Israël a quelque chose d'intelligent à dire sur la situation du judaïsme, des juifs, du monde en temps de corona. Je ne veux pas avoir un propos halachique. D'accord ? Voyez ? Donc, le Rav Chaim Navon, sa proposition n'est pas très loin de celle que j'ai énoncée au nom de Néné Torah Vavoda. En termes de Giour, par exemple, le Rav Chaim Navon considère qu'il faut garder le Giour du rabbinat. Il fait une différence essentielle entre ce qui relève de l'individu et ce qui relève du tzibouri, d'accord, du public. Selon lui, tout ce qui relève du public doit rester quand même avec une influence centraliste, d'accord, centraliste. Ce qui relève de l'individu, il n'y a absolument aucun intérêt à garder une certaine coercition. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Comment accepter des compromis concernant la cache-route? Alors, on ne parle pas de mettre en place des systèmes de cache-route moins cachers. On parle uniquement de systèmes de cache-route qui seraient organisés différemment. Prenez par exemple le cas de Tsoar, l'organisme rabbinique orthodoxe des rabbins de Tsoar, qui aujourd'hui font également des mariages et ont également un système de cache-route alternative. D'accord ? C'est tout à fait orthodoxe, absolument orthodoxe, uniquement ce n'est pas sous le biais du rabbinat.
et je vais vous donner même l'historique de ces rabbins de Tzohar, c'est qu'en fait, ces rabbins se sont rendus compte que beaucoup de juifs en Israël voulaient se marier religieusement, même étant eux-mêmes non religieux. Ça, on le connaît en venant de France. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas pratiquantes, mais pour eux, vous voyez, la choupa, c'est un moment essentiel pour eux ou pour leurs parents. Et donc, ils se sont rendus compte que du fait que ces gens ne fréquentaient pas de communauté, ou plutôt de synagogue, ils n'avaient pas de lien, je veux dire, organique avec un rabbin qui les connaissait depuis qu'ils étaient petits. Et donc, ils arrivaient le jour du mariage, on leur demandait de faire un processus extrêmement protocolaire, de partir dans un bureau face à un rabbin qu'ils ne connaissaient pas, amener des papiers, et puis ensuite on leur parachutait un rabbin inconnu au bataillon qui était censé organiser pour eux une des cérémonies les plus importantes de leur vie, le mariage. Et donc, ils se sont rendus compte, les rabbins de Tzohar, que beaucoup de jeunes Israéliens eh bien, préféraient oublier le mariage juif, voyez, partir se marier à Chypre ou rester tout simplement en couple sans se marier, plutôt que de passer par ce biais-là. Et donc, ils ont dit, ben, on va mettre en place un système, friendly, un système sympathique, où le rabbin sourit, où la personne n'est pas uniquement un fonctionnaire qui va remplir des papiers, qui n'a pas uniquement un air menaçant, mais quelqu'un qui va accompagner le couple, qui va le rencontrer avant, pendant, après, et quelque part remplir la fonction de rabbin communautaire, comme on connaissait quand on était en dehors d'Israël. Le rabbin de la communauté, c'est pas le posek halacha, c'est un mec sympa qui accompagne la communauté, qui accompagne la famille, qui est là, qui sait rigoler, qui sait raconter des blagues, qui sait donner des bons conseils. C'est ça un rabbin. D'accord? Et donc, Tzohar ont mis en place donc des mariages orthodoxes alternatifs. Et ils ont également mis en place une cacheroute orthodoxe alternative. D'accord? Donc, on ne parle pas de quelque chose qui n'est pas orthodoxe. On parle de quelque chose qui est en dehors du centralisme du rabbinat. Et pour Pessah, ils ont fait la même chose, soit une cacheroute alternative? Non, ça veut dire que dès lors qu'il y a… En fait, il y a des cacheroutes alternatives déjà. C'est-à-dire qu'il y a, comme j'ai dit avant, tous les badats du monde Haredi, il y en a plein d'alternatives. Hein, d'accord? Donc, pour Pessah, et dans tous les cas de Tzohar, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont également une cacheroute qui donne une théodat de cacheroute, un certificat de cacheroute, mais qui n'est pas toujours basé sur les mêmes critères. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est moins sérieux au niveau halachique, pas du tout. Ce sont des rabbins. Celui qui est le Rosh Rabbané de Tzohar, c'est le Rav Stav, qui est le Rav de la ville de Shoham, qui est Dayan et qui était candidat pour être grand rabbin d'Israël. Et il n'a pas été élu pour des raisons politiques, parce que la couleur de sa kippa, elle est trop colorée. C'est pour ça qu'il n'a pas été élu. Oui, c'est dommage. Toda Rabba, merci à vous. Je peux poser une question? Oui, oui, bien sûr. Oui. En ce qui concerne les conversions, vous dites que le Rav Navon tient à ce que ce soit centralisé par le rabbinat d'Israël. Cependant, le rabbinat d'Israël s'est opposé de manière radicale à une proposition qui, à mon avis, était très intéressante. C'était celle d'utiliser le mécanisme de Mezakim La'adam Shelo Befanav en convertissant les petites filles de moins de 3 ans venant de familles russes d'origine, ce qui est totalement permis, parce qu'elles n'ont pas besoin de s'engager à faire les mitzvot. Et ça permettrait à long terme de régler le problème de tous ces juifs qui sont qu'à moitié juifs, mais qui sont vraiment intégrés dans la société israélienne. Du point de vue global, ça c'est très intéressant. Et le rabbinat se refuse d'accepter cela sous prétexte que ce n'est pas vraiment un service qu'on rend à ces petites filles. Pourquoi les filles? Parce que de telle sorte, les enfants sont juifs, puisque de toute façon, elles ne sont pas religieuses. Mais là, il y a un intérêt global. Un intérêt global. Et là, le rabbinat, comme vous le dites, lui reste strictement à la vieille halakha, c'est-à-dire à la vieille halakha, aux questions techniques halachot, sans tenir compte de l'intérêt public. Que pensez-vous? Oh, la question des conversions, c'est une question très vaste. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec cette solution de convertir des jeunes filles de 3 ans. Dans tous les cas, quand on les convertit à 3 ans, elles doivent ensuite revenir et faire un ishour et confirmer, si vous voulez, le choix qui leur a été imposé.
même si aujourd'hui on ne le fait pas parce qu'on suppose que si elles ne viennent pas, alors elles l'acceptent. Mais je vais vous dire, la conversion, c'est quand même c'est une démarche essentielle où il faut un minimum de conscience de prendre part à ce processus. Alors quand quelqu'un veut se convertir et a des enfants en bas âge et veut le convertir avec lui, alors il y a quelque chose au niveau de la démarche de la famille, c'est important. Mais pourtant, vous savez, je suis assez pour les conversions, je dirais, le plus cool possible en Israël pour justement régler le problème d'une forte population qui veut être juif mais qui ne sait pas comment l'être. Donc, mais ceci dit, je crois que la conversion doit rester quand même une démarche avec une grande dimension identitaire. Une grande dimension identitaire. Je vais vous dire, moi, je pense que le monopole du rabbinat en matière de conversion ne fait que nuire. Pourtant, je vous dis, je travaille avec les tribunaux rabbiniques, j'ai un programme de conversion et j'amène des personnes que je prépare au Grand Rabbinat de Jérusalem. Donc, je connais ce monde-là de proche. Et pourtant, lorsque Bagatz a statué sur la possibilité de reconnaître des conversions d'autres mouvements, eh bien, moi, je n'ai pas été choqué. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que foncièrement et fondamentalement, je suis absolument contre toute coercition. Et s'il y a des juifs ici qui veulent faire leur vie sur un mode libéral ou conservatif, le Vakasha, qu'ils le fassent. Ah, ça va poser un problème pour ensuite établir des listes de juifs, kshérim ou pas kshérim, il faut toujours vérifier. D'accord ? Surtout aujourd'hui en Israël, avec une situation où on a 500 000 personnes qui ne sont pas juives, originaires de Russie, il faut vérifier. Personne ne peut dire qu'une personne qui parle hébreu, c'est les juifs nécessairement. Et donc, quelque part, je dis encore une fois, de ne pas permettre à des personnes qui le souhaitent à vivre comme ils le veulent. Bon, ben, je trouve que c'est pas comme ça qu'on gère un État. Et ça revient à ce que je disais au début. Si le monde juif halachique, d'accord, le monde Shomer Torah au mitzvot, s'est présenté la Torah sur un mode positif et beau et passionné, eh ben, je ne vois pas pourquoi on irait voir d'autres. Et si on va voir d'autres mouvements, eh bien, ok, chacun a son parcours, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour interdire. L'interdiction ne fait que nuire, à mes yeux. Mais le Rav Chaim Navon, pour lui en tout cas, lui, il considère que le Giour doit rester un Giour uniquement orthodoxe, géré par l'État d'Israël. Et il refuse justement les conversions, enfin l'accès à la conversion par le monde libéral ou conservatif, en disant que du fait que c'est un épiphénomène, ça ne touche que quelques dizaines, centaines de personnes, même pas par an, alors on ne va pas faire une loi qui va, on va dire, justifier un phénomène si petit. Donc, voilà, mais encore une fois, lui-même voit bien que c'est un réflexe, un instinct de l'ancien monde du sionisme religieux, de vouloir toujours considérer que le grand rabbinat d'Israël, c'est l'institution qui va apporter la voix de la Torah dans le monde juif, à l'éveil, mais on n'est plus là-bas. On a eu au début de l'État d'Israël, de cette institution, des grandes personnes, comme le Rav Kook, le Rav Unterman, le Rav Herzog, qui étaient des rabbins de grande envergure. Et malheureusement, ensuite, on se retrouve à avoir des grands rabbins qui sont des grands érudits, mais sans vouloir dire de mal et rien du tout. Mais vous voyez, on a deux grands rabbins d'Israël, un séfarade et un ashkénaze, qui sont les enfants des deux anciens grands rabbins séfarades et ashkénazes. Si ça ne pose pas de question en termes de minal takin, d'accord, de bonne forme, alors je ne sais pas ce qui pose une question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'aurais une question si c'est possible. Allez-y, Daniel, rapidement. Rav, je saute un peu sur un truc qui m'obsède un peu. Pourquoi on n'arriverait pas à former un consensus sur les lois de la Terre? Parce que là, je pense que la conscience écologique, etc., qui est celle de la Torah, de toute façon, depuis toujours, elle pourrait réunir tout le monde plus facilement. Pourquoi les religieux ne vont pas dans ce sens? Alors, je vais vous dire, c'est une très belle remarque. Moi, j'avais écrit à la Shemitah précédente tout un programme pour vivre l'année de Shemitah sur un mode qui lie justement les questions d'économie, les questions d'agriculture, les questions d'écologie,
justement parce que la Shemitah, le rapport à la terre, à l'économie et à la société, aux nécessiteux, est essentiel dans ce parcours-là. Et on doit mettre au centre de notre réflexion, bien évidemment, l'importance de la terre. D'accord ? Je vais vous dire, j'ai vécu pendant 12 ans dans un kibboutz religieux écolo, à Sde Eliaou, et je peux vous dire que ces choses-là ne sont pas du tout étrangères, et au contraire, d'accord, elles sont très proches de mon cœur, et il faut justement amener ceci, à plus d'intérêt public au sein du monde religieux. Le monde non religieux, ou même le monde non juif en dehors d'Israël, a une conscience écologique qui est souvent bien plus développée que ce qu'on voit en Israël. En Israël, on voit pas à chaque coin de rue des composteurs. Vous voyez, pour jeter, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour faire le tri entre les différents aliments ou les différentes choses qu'on met à la poubelle. Ça, c'est un manque de conscience écologique, mais qui a également un statut, je dirais, et religieux et une importance dans le monde juif. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut, je suis d'accord avec vous, bien mettre en avant. Et ça pourrait créer un consensus. Merci. Une dernière réflexion? Oui, enfin, je voudrais quand même dire que c'est le début du sujet, quoi. Le sujet est tellement vaste, tu nous as parlé d'énormément de choses, et il y a encore énormément de sujets dont on peut parler. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Barba.